Moi, je m'appelle Vanessa Ratignier. J'ai travaillé avec Pierre Péan, on a enquêté tous les deux sur le Qatar et sur les relations entre le Qatar et la France. Et je vais reprendre l'image que vous avez utilisée, monsieur le député, sur le négatif de l'Argentique, puisque nous, on a vraiment travaillé aussi là-dessus. C'est-à-dire, le Qatar, c'est ce qui nous donne à voir dans tous les petits interstices des relations politiques, diplomatiques, financières. Et je vais rebondir aussi sur votre intervention quand vous dites par rapport aux investissements qataris qu'ils ne s'inscrivent pas dans une logique économique. On est tout de même sur des grosses entreprises qui ont aussi un rendement relativement stable, donc qui permettent aussi d'avoir des revenus réguliers. On n'est pas sur des investissements à risque, mais on n'est pas, nous du moins, c'est comme vous que nous l'avons interprété, on n'est pas sur une logique économique, industrielle, on est sur une logique politique. C'est-à-dire que les différents secteurs dans lesquels le Qatar investit, Suez, Vinci, on est sur des dossiers où les élus sont aussi souvent impliqués. Donc ça ouvre aussi des réseaux, ça donne une visibilité et puis ça ramène aussi un peu des investissements. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, pendant la campagne électorale, on était en avril, Emmanuel Macron, qui était encore en marche pour l'Élysée, affirmait sur BFM TV qu'il mettrait fin aux accords qui favorisent en France le Qatar, et il ajoutait « Je pense qu'il y a eu beaucoup de complaisance durant le quinquennat de Nicolas Sarkozy en particulier ». Au lendemain de la présidentielle, François Bayrou, l'éphémère garde des Sceaux, renchérissait au moment justement où l'Arabie Saoudite et d'autres pays du Golfe entraient en crise avec le Qatar pour dire, sous la responsabilité de Nicolas Sarkozy, je cite, « La République française avait donné au Qatar un avantage fiscal incroyable. Est-ce que cette situation peut durer? Je ne le crois pas. » Moi, je vais revenir un peu plus longuement sur les investissements du Qatar et sur la convention fiscale. Comme j'ai loupé certaines des interventions, si jamais je vous raconte des thématiques que vous connaissez déjà, vous me faites signe et du coup j'avancerai un peu plus vite. Mais je vais commencer déjà juste par replacer tout ça dans une longue histoire, l'histoire de la relation entre la France et le Qatar, qui au départ est une histoire assez classique, assez normale, pas déséquilibrée. En fait, la France et le Qatar, c'est une histoire ancienne qui a mal tourné. Elle a commencé à l'ère des empires, de la découverte du pétrole, de l'apogée des colonisations. Elle s'est consolidée avec le mouvement des indépendances. Elle s'est inscrite dans le cadre de la politique arabe façonnée par le général de Gaulle. Et elle permettait à la France, alliée avec le Qatar, comme avec d'autres pays dans la région, d'assurer une présence française dans le Golfe et de contribuer aussi à la politique énergétique française. Donc le Qatar était un allié comme un autre. La famille Al Thani, qui règne sur le pays depuis son indépendance en 1971, n'était pas mieux ou moins bien traitée que les autres monarchies de la région. Tout a basculé en 2007. À l'époque, donc vous le savez, l'émir qui était en poste, et donc le père de l'émir actuel, donc c'était l'émir Hamad. En 2007, cela fait lui 10 ans qu'il est au pouvoir, et il a pris le pouvoir en 1995, il a renversé son père dans la volonté aussi d'inscrire son pays sur la carte du monde et de devenir un acteur influent. Il y a une légende à ce propos qui dit que jeune, Hamad Al Thani, qui est donc le père de Tamim, l'émir en poste, voyageait en Europe, il a sorti son passeport à la douane et le douanier lui a dit « Mais c'est quoi le Qatar, ça n'existe pas ». Il en a pris, il a été très très vexé, on peut le comprendre, et il s'est juré que lui, à la tête de son pays, le Qatar, scintirait sur la carte. D'où 2022 dont vous a parlé Éric Champagne. Donc l'objectif du Qatar en 2007, c'est d'inscrire son pays sur la carte du monde. C'est un petit pays qui est coincé donc entre deux mastodontes, l'Arabie Saoudite et l'Iran. Il ne peut jouer du hard power. Hard power, c'est tout ce qui relève du militaire, donc il ne peut utiliser que le soft. Le soft, c'est l'image, le soft, c'est l'influence, c'est Al Jazeera, c'est le sport, c'est les bonnes relations. Et justement, en 2007, le Qatar vient tout juste de rentabiliser les très lourds investissements qu'il avait fait dans le gaz. Donc j'imagine qu'on vous a dit que le Qatar partage le plus grand gisement de gaz avec l'Iran, dont il tire donc sa grande richesse. En 2007, donc, il devient le premier exportateur mondial de gaz naturel liquéfié, multiplie sa richesse. Une idée, les chiffres, un seul, mais ça fait toujours du bien pour remettre les choses un peu à leur place. Un tiers des revenus annuels générés par l'exploitation des hydrocarbures qataris alimentent les caisses du fonds souverain qatari. Le fonds souverain qatari, c'est Qatar Investment Authority, pour faire simple, on va l'appeler KIA. Ça représente plus de 30 milliards de dollars par an.
lancé dans une quête d'influence. Hamad, qui est donc le premier exportateur mondial de gaz naturel liquéfié, cherche des alliés pour pouvoir consolider son influence, se protéger de ses voisins et avoir aussi un petit marchepied sur la scène internationale, parce que c'est quand même pas mal de compter dans les grands conflits. En fait, je reprenais l'image du négatif parce que le Qatar, à l'aune de la crise financière, et au moment de la crise financière, en fait, s'avère être l'un des meilleurs élèves du capitalisme débridé. Il y a 20 ans, personne ne connaissait le Qatar. On disait même que c'était une terre oubliée des dieux dans des vieilles archives de la télé. Aujourd'hui, plus personne n'ignore qui il est et où il se trouve, car il va profiter de la crise financière pour multiplier ses investissements. Vous en avez parlé, effectivement, il y en a beaucoup aux États-Unis, il y en a beaucoup aussi en Asie, il y en a en Afrique, il y en a beaucoup en Europe. En Europe aussi beaucoup en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Italie et en France. Donc la France n'est pas non plus le seul pays qui attire les investissements qataris. Mais ce qui s'est passé en France, c'est qu'en 2007 est arrivé à l'Élysée un président de la République qui était très à l'écoute des envies, des désirs de l'émir Hamad Al Thani. Sitôt élu, Nicolas Sarkozy a fait du Qatar le pivot diplomatique de la France au Proche et au Moyen-Orient. Les choses vont très très vite. L'émir Hamad est le premier chef d'État arabe invité par le président nouvellement élu. Ce qui donne une marque, c'est-à-dire que mon allié, moi la France, dans le Golfe, c'est le Qatar. C'est eux les premiers que je reçois. Quelques jours plus tard, Hamad Al Thani, donc l'émir du Qatar, va être l'un des invités d'honneur du défilé du 14 juillet, et 10 jours après, le Qatar intervient dans la libération des infirmières bulgares. Infirmières bulgares qui étaient donc détenues par Muammar Kadhafi depuis de longs mois. C'est donc le premier coup diplomatique de Nicolas Sarkozy, un coup diplomatique à 452 millions de dollars, rien que ça, dans lequel donc est intervenu le Qatar. Dans la foulée, Nicolas Sarkozy renoue avec Bachar al-Assad, autorise Muammar Kadhafi à planter sa tente crânement à l'hôtel Marigny, avant d'entrer en guerre contre lui. Vous l'avez vu, ça avec Naoufel Bengellouni. Le tout sous les bons auspices de l'ancien émir Hamad Al Thani et de son diplomate en chef, qui était donc chef de la diplomatie, Premier ministre, et c'est surtout lui qui drivait les investissements du Qatar à l'étranger. Son nom, c'est Hamad bin Jassem bin Jaber Al Thani. Pardonnez-moi, je ne suis pas arabophone, je ne suis pas la reine de la prononciation, mais on va l'appeler HBJ. Donc Hamad c'est le patron, HBJ c'est son bras droit. Et les deux sont très très en cours à l'Élysée auprès de Nicolas Sarkozy. Ils ont rencontré Nicolas Sarkozy par l'intermédiaire de Claude Guéant en 2005, lors d'un voyage qui avait été effectué à Doha pour le salon Minipol. Le salon Minipol, c'est un petit peu comme le salon de l'automobile, sauf qu'on n'y vend pas des voitures, on y vend des armements, mais des armements, des outils de surveillance. Enfin, bon, c'est assez couru, et c'est à cette occasion-là que Nicolas Sarkozy rencontre justement le Qatar avec un homme qui est donc Claude Guéant, qui va lui ouvrir un petit peu le chemin et qui, une fois que Nicolas Sarkozy sera à l'Élysée, va aussi beaucoup accompagner, pour ne pas dire faciliter, les investissements du Qatar en France. À l'époque, vous devez vous souvenir, on parlait même de lune de miel, tant la relation entre la France et le Qatar était folle, quoi. Donc Sarkozy n'est pas non plus le premier président français à s'intéresser au Qatar. Avant lui, ses prédécesseurs déjà, de Georges Pompidou à Jacques Chirac, avaient bien compris qu'au pire, cette étendue de sable serait un bon client pour la défense française. La France fait partie des principaux exportateurs mondiaux d'armement. Au mieux, ça pourrait être un partenaire intéressant. Mais aucun avant lui n'avait privilégié à ce point les intérêts d'un pays, au détriment souvent du bien commun. On en arrive justement à la crise financière, en 2008. Souvenez-vous, à l'époque, on craint que le système financier international ne s'effondre, les banques recapitalisent les banques en urgence, et c'est à ce moment-là que Paris va réviser la convention fiscale liant la France avec le Qatar. Alors, la convention fiscale existe depuis 1990. En gros, si vous voulez, c'est une sorte d'accord qui réglemente la manière dont les biens du Qatar et des Qataris en France sont imposés. Donc c'est un texte ancien, 90, il y a des accords analogues qui existent entre Paris et l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et le Koweït. Les premières conventions ont été signées dans les années 80 pour dynamiser les échanges commerciaux et les investissements des pays membres du Conseil de coopération du Golfe. Donc, en 2008, au lendemain de la libération des infirmières bulgares, quand Nicolas Sarkozy se rend
dans le Golfe, il fait une grande tournée, il va passer quelques heures en Arabie Saoudite, mais il va passer, je crois, la nuit au Qatar. Et ça, dans la région, c'est très fort en termes de sens. C'est-à-dire le temps que vous accordez, c'est à cette hauteur, c'est à cette aune-là qu'on juge aussi l'importance que vous accordez à vos interlocuteurs. Donc il voit Ahmad en janvier 2008 et il acte avec lui la révision, pour ne pas dire le toilettage, de la convention fiscale. Ça faisait un moment que le Qatar voulait aussi qu'on revienne sur certaines des dispositions. Ils en avaient fait la demande auprès de Chirac, mais Chirac n'avait pas jugé ça urgent. Et puis bon, finalement, ça sera une des priorités de Nicolas Sarkozy en matière diplomatique. Généralement, des négociations comme ça peut prendre des années. C'est très long, il y a énormément d'amendements. J'imagine que monsieur le député que je me propose en disant que c'est très très technique, il faut trouver des points d'accord. C'est d'abord discuté à Bercy, au Trésor, ensuite ça va aussi dans les navettes parlementaires avec des députés qui sont justement très fin connaisseurs aussi des arcanes de la fiscalité internationale. Ben là, pas du tout. Ça va prendre quelques mois. C'est acté en janvier 2008, c'est signé en février 2009. Ça va tellement vite que le député qui rédige le rapport qui accompagne le projet de loi, je cite, salue la rapidité du gouvernement qui soumet au Parlement la ratification d'une convention peu de temps après sa signature. Qu'en termes publics, tout cela est dit. Surtout, elle ajoute, je cite toujours, le Qatar a joué un rôle discret mais sans doute décisif dans les négociations qui ont conduit à la libération des infirmières bulgares emprisonnées en Libye. Donc, un donné pour un rendu. On a eu un petit coup de main du Qatar pour mener à bien le premier coup diplomatique de la France. Donc, en échange, on va alléger tout ce qui est fiscalité. En pleine crise financière, je vous le rappelle. Donc, désormais, la plus-value réalisée en cas de revente d'un des biens immobiliers de l'Émirat, qu'il s'agisse de l'État ou d'une entité publique s'y rattachant. Je dis ça parce qu'il y a pas mal de biens immobiliers qui sont acquis à travers des filiales du fonds souverain du Qatar, ou alors par d'autres structures, ou même par des Qataris eux-mêmes. Donc, si vous revendez un bien immobilier, la plus-value n'est pas concernée par l'impôt. Le seul précédent concerne la convention franco-koweïtienne signée en 1994. Il faut quand même aussi remettre un petit peu les choses. Il y a aussi certaines exceptions qui existent avec les autres conventions. Les Qataris qui résident dans l'Hexagone sont tout bonnement exemptés de l'ISF, l'impôt sur la fortune, pendant leurs 5 premières années de résidence, s'ils n'ont pas été résidents français durant les 3 premières années. Alors on a un principe en matière de diplomatie internationale qui veut que les dirigeants, les chefs d'État ne soient pas imposés. Le problème, c'est qu'au Qatar, mais bon, c'est identique aussi pour la majeure partie des familles régnantes des autres pétromonarchies du Golfe. Au Qatar, donc, l'État se confond avec la famille et son patrimoine avec le budget de l'État. C'est-à-dire, on n'a pas plusieurs comptes séparés, on a un gros compte joint. Donc, en pleine crise financière, avec des modalités allégées par la nouvelle convention fiscale, le Qatar va faire une entrée fracassante dans le capital des industries françaises. Avant 2007, le seul groupe dans lequel le Qatar était présent, c'était le groupe Lagardère, qui est un cas aussi à part, car le groupe Lagardère était à l'époque actionnaire de ADS, vendait des armes, et c'est une relation qui s'était nouée dans les années 70-80. À partir de 2006, donc le Qatar, déjà présent dans le groupe Lagardère, va rentrer dans Suez Environnement en 2008, Vinci, Vivendi et Veolia en 2010. En 2011, c'est le rachat du groupe Le Tanner, entrée dans Orange, dans Total, dans LVMH. Alors Total, on est aussi sur un cas particulier. Total est donc un pétrolier qui travaille au Qatar qui est présent au Qatar depuis les années 30. Donc ça se comprend aussi, avec énormément de participation croisée, que ce soit le raffinage, l'extraction, la liquéfaction. Si ça vous intéresse, je vous invite à lire des petites choses dessus. Je parlais un peu plus tôt du soft power, c'est-à-dire ce qui vous permet de vous protéger, non pas parce que vous avez une armée super efficace, mais parce que vous avez une image, parce que le nom de votre pays résonne, parce qu'on ne peut pas vous attaquer sans que les gens en soient un petit peu alertés. Et bien justement, ce qui se passe, c'est que la France va devenir la vitrine du Qatar avec le rachat du Paris Saint-Germain en 2011, le lancement de Being Sport en 2012. Ce qu'il faut savoir, c'est que Being Sport France, si vous voulez, c'est un peu le navire amiral de Being Sport Monde. Et Being Sport, c'est Al Jazeera. Mais à l'époque, il y avait eu déjà toutes les questions qui se posaient sur le terrorisme, donc on n'allait pas dire Al Jazeera Sport, c'était pas super, donc on a décidé de les appeler Being, enfin un peu surtout.
Alors moi j'avais retrouvé au cours de l'enquête qu'on avait menée une étude qui avait été menée début 2011 par un think tank qui s'appelle l'Institut de l'entreprise. Alors c'est un think tank qui a été fondé en 1975 et qui regroupe énormément de grands patrons, dont certains côtoient justement le Qatar dans le conseil d'administration. Et donc la conclusion que tirait ce think tank début 2011, c'est que le KIA, le fonds souverain qatari, était le fonds le plus présent dans le tissu industriel français. Voilà ce que dit la note, consacrée aux entreprises face au fonds souverain. Je cite, « L'analyse des participations des fonds fait nettement ressortir la prééminence d'un fonds souverain qatari, les autres fonds ayant une présence plus marginale. » Donc on est certes sur d'investissements qui ne répondent pas forcément à une logique économique, mais qui est quand même très présente sur des secteurs d'influence. Parce que l'influence, c'est aussi le moyen d'avoir de bonnes relations avec les politiques, c'est le moyen d'en côtoyer beaucoup, c'est le moyen aussi d'avoir un peu son carnet d'adresse qui s'ouvre. Vous l'avez vu un peu plus tôt aussi. Ils investissent aussi énormément dans les grands hôtels, ils prennent beaucoup de participation dans l'immobilier, dans la pierre, à tel point qu'une étude Reuters qui est sortie en septembre 2013, estime que les Qataris ont acquis pour 4,8 milliards d'euros de propriété immobilière à compter de 2008, ce qui est qu'une seule partie de leurs investissements. Donc, 2007-2012, mandat de Nicolas Sarkozy, le Qatar est devenu le pivot de la diplomatie française dans le Golfe. La France a fait le marchepied du Qatar pour l'aider à s'installer sur la scène internationale à travers différents conflits. 2012, Sarkozy out, Hollande élu, que va-t-il se passer? Quelques jours après son entrée à l'Élysée, donc on est début juin 2012, il fait fuiter ses choix dans le monde. Donc il dit, on lui fait dire, la relation franco-qatari sera déterminée en fonction de nos intérêts et des attentes du Qatar, mais de façon transparente et claire. En gros, le bling-bling c'est terminé, maintenant on va aller sur quelque chose qui est un peu plus équilibré. Fin de la publicité? Pas tout à fait. S'il a mis fin à la relation fusionnelle avec le Qatar, redéployer les alliances diplomatiques au Moyen-Orient et au Maghreb, installer ou réinstaller l'Arabie saoudite au cœur des alliances régionales, la diplomatie française, s'agissant du Qatar, fait preuve d'une singulière constance. Alors, cette convention fiscale, qui a tant ému tout le monde, que se passe-t-il? Silence radio. En mai 2013, Bernard Cazeneuve était ministre du Budget, c'était au lendemain de l'affaire Cahuzac, qui lui-même reconnaissait que les investissements qataris en France étaient très largement exonérés, que c'était une exception que personne ne comptait dupliquer. Moi, à l'époque, quand on faisait notre livre avec Pierre Ferrand, j'avais quand même essayé d'avoir quelques informations. Et là, ce qui était génial, c'est que le gouvernement sollicité à plusieurs reprises me baladait, n'a cessé de me balader. C'est-à-dire que le ministère du Budget renvoyait au ministère des Finances, qui lui-même annonçait qu'il allait se renseigner auprès du Trésor. Au final, aucune réponse. Une convention fiscale votée par nos représentants, sur laquelle il est impossible d'avoir des précisions de la part du pouvoir exécutif. Mais même, les parlementaires eux-mêmes se retrouvent comme bloqués face au pouvoir exécutif, puisque en 2015, dans le cadre d'une loi de finances rectificative, le gouvernement s'était engagé à transmettre au Parlement un rapport pour établir le montant un petit peu du manque à gagner pour la France. Donc c'était pas une simple parole, hein, c'était dans une loi de finances rectificative pour voter le budget de l'année à suivre. Donc, la rapporteure Valérie Rabault a déploré de ne jamais avoir reçu ce document. Ce rapport donc, était relatif aux exonérations d'impôts accordées en application des conventions fiscales accordées par la France à différents États. Donc il y a le Qatar, mais il n'y a pas que le Qatar. Donc le rapport n'a jamais été remis aux parlementaires. Donc Valérie Rabault, qui était la rapporteure générale, a fait une estimation et évalué le manque à gagner à un montant estimé entre 150 et 200 millions d'euros. Rien que ça. Donc la convention fiscale, on en est encore là aujourd'hui. Il y a un autre petit cas sur lequel j'aimerais m'arrêter, parce que la question des investissements, on n'est pas tant sur une question de volume, si vous voulez, parce que bon, les chiffres c'est bien, mais les chiffres, si on ne les remet pas en contexte, ça ne raconte pas grand-chose. Ce qui est intéressant à travers ça, c'est justement toute l'influence politique que ça peut vous donner. Vous pouvez voir là aujourd'hui, justement, avec la crise inédite que traverse le Qatar, nos politiques de droite comme de gauche sont tous assez emmerdés hein, sur le sujet, parce qu'en contrepartie des investissements, en contrepartie des contrats, on continue nous aussi à vendre.
Je vais vous parler du Rafale et d'Air France. Alors les deux vols, mais bon, ils n'ont pas grand-chose à voir, c'est juste que la mise en perspective des deux est assez emblématique des errances de notre politique des grands contrats, tradition au détriment de laquelle Paris semble avoir perdu de vue ses intérêts propres. Donc Qatar Airways est la compagnie qui a été lancée par l'Émirat pour faire un tour dans le monde et pour donner aussi toujours beaucoup de visibilité, parce que la visibilité c'est l'influence et c'est donc une protection. Qatar Airways voulait avoir un petit peu plus de vols long courrier. On a fait plusieurs fois la demande, mais la direction générale de l'aviation civile a refusé, parce que bon, il y a quand même Air France qui rencontre énormément de difficultés, qui s'apprête à, enfin, qui fait régulièrement aussi des plans sociaux. Donc la DGSE a mis son veto. Et ça n'a pas trop plu aux Qataris. Donc au printemps, on avait à l'époque 21 vols par semaine, desservant Paris et Nice en provenance de Doha, ils en voulaient 3 de plus. Donc à l'époque, on est toujours avec le père de l'émir actuel, donc l'émir Hamad, qui est toujours avec son bras droit, HBJ, Hamad bin Jassem bin Jaber, qui donc, je vous remets en mémoire, est le diplomate en chef, le Premier ministre, celui qui s'occupe des investissements de Kia, et qui est aussi actionnaire de Qatar Airways. Et lui, la décision de la DGAC, ça ne lui plaît pas du tout. Donc il va envoyer une missive à Matignon, qui est à l'époque occupé par Jean-Marc Ayrault, pour lui dire que Qatar Airways achète quand même pas mal d'Airbus à EDF. Que si jamais ça continuait comme ça, il pourrait plutôt se tourner vers Boeing, parce que Qatar Airways a financé pas mal de programmes de développement de gros porteurs. Est-ce que c'était un chantage? Pas du tout, pas du tout. Une fois que l'affaire du chantage a fuité dans la presse, le président de Qatar Airways a dit non, mais demain se tient le salon du Bourget, nous pensons investir et acheter de nombreux avions. Il n'y a pas eu d'achat cette année-là par Qatar Airways d'Airbus, donc. Et pour l'instant, on en reste là. Donc là, on est au printemps 2013. Fin du printemps 2013, Hamad passe la main à son fils, l'émir Tamim. François Hollande est à Doha peu avant, et François Hollande reçoit l'émir Tamim un an plus tard. Donc là, on est au printemps 2014, on est en juin 2014. Juste une petite parenthèse, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu avec mes prédécesseurs, mais pour faire son premier voyage en Occident, l'émir du Qatar a choisi la France. C'est pas n'importe quel pays. Qu'est-ce que ça nous raconte à nous en négatif? Ça nous raconte que si nous, on se considère comme une petite puissance qui a des difficultés et qui retombe un petit peu dans le classement, dans le Golfe, on n'est pas si petit que ça. Parce que c'est pas la même chose de choisir de faire son premier voyage en tant qu'émir en titre, en Grande-Bretagne, ou en Allemagne, ou à Washington. Donc il le fait en France. Donc, dîner officiel, lors duquel François Hollande reprend les éléments de langage qu'il avait fait fuiter au lendemain de son élection. Le Qatar est un ami loyal de la France, cette relation va au-delà des alternances politiques et des personnalités à la tête de nos deux pays, et je souhaite, je cite le président, que nos relations puissent se poursuivre dans la confiance, mais aussi dans la transparence et donc dans la franchise. Et toutes les questions qui peuvent être abordées à côté, bien évidemment, ne trouvent jamais de réponse. Le lendemain, Laurent Fabius, au Quai d'Orsay, accueille justement dans les salons du ministère un forum franco-qatari, un forum économique, lors duquel il se félicite que la France soit la première ou la seconde destination des investissements qataris dans le monde, en disant qu'ils sont bien sûr toujours très bienvenus. Parce que depuis quelques mois, il y a quand même un gros contrat qui se négocie, c'est le contrat des Rafales. Alors le Rafale, donc cet avion développé par Dassault qui pendant des années n'a pas trouvé preneur. Donc on est lié aussi sur toujours cette logique de grands contrats et d'investissement. On a en marge des discussions du Rafale toujours cette question de vol supplémentaire pour Qatar Airways, ce que la DGAC avait refusé pour préserver Air France. Et au printemps 2015, alors qu'on a déjà signé des contrats de vente de Rafale avec l'Égypte et avec l'Inde, on en signe un nouveau avec le Qatar. Et figurez-vous qu'en marge de ce contrat, Qatar Airways a obtenu des couloirs supplémentaires. C'est ça aussi les investissements. Les investissements, ça permet d'essayer de peser, ça permet d'essayer de tordre un petit peu le bras. Donc certes, on a vendu au Qatar 24 Rafales pour un montant de 6,3 milliards d'euros. Je passe à côté sur tout ce qui doit aussi équiper ces Rafales, les missiles solaires longue portée, les missiles de croisière Scalp, les bombes téléguidées, enfin pour le Qatar. Donc,
Donc on a, si vous voulez, un petit peu toujours cette logique, c'est-à-dire que les investissements du Qatar, c'est pas uniquement dans telle société ou dans telle société, c'est pas non plus un phénomène de masse, c'est tout ce que ça raconte aussi derrière un levier d'influence. Les investissements, ça permet d'avoir des amitiés tarifées, c'est ça aussi, d'être en contact avec pas mal de politiques, de pouvoir peser sur certains dossiers. Et je reprendrai encore cette image en négatif que j'aime beaucoup. Ça nous raconte quoi? Ça nous raconte, si vous voulez, un petit peu la nature de la relation entre la France et le Qatar, qui est faite de quoi? Qui est faite souvent de reculades dans la défense de nos principes républicains, qui est faite aussi de reculades dans la défense de certaines de nos entreprises, parce que le Qatar n'investit pas non plus dans des entreprises qui se retrouvent totalement exsangues et qui ont besoin d'avoir du cash pour pouvoir survivre. On est aussi sur ces logiques-là avec des Français qui se retrouvent aussi bloqués au Qatar pendant de longs mois, sans grande aide. Il y en a un d'ailleurs qui demeure toujours bloqué au Qatar, qui est emprisonné pour chèque sans provision. Il a commencé une grève de la faim il y a quelques jours et il est emprisonné depuis septembre 2013. Il y a eu pas mal d'échanges qui avaient été faits à cette époque. Le Quai d'Orsay avait été beaucoup interpellé, mais il me semble qu'il n'ait pas été proactif sur ce dossier-là. Ça nous raconte quoi les investissements du Qatar en France? Ça nous raconte que la France demeure une puissance d'influence. Parce que si la France intéresse autant le Qatar, c'est pas pour 2 ou 3 petites entreprises, c'est pour tous les dossiers diplomatiques. Et c'est aussi parce que la France dispose toujours d'un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. La France est un pays fondateur de l'Union européenne, il pèse aussi dans les décisions de l'Union. La France est l'un des rares pays à pouvoir se projeter militairement. On est le 3e vendeur d'armes. Alors, vu qu'on a beaucoup vendu, on a peut-être gagné des places, pardonnez-moi sur ce chiffre-là, je ne suis pas sûre, mais en revanche, on est la 5e puissance économique mondiale depuis le Brexit avec la chute de la livre sterling. On dispose du 1er réseau culturel et du 3e réseau diplomatique français. C'est ça qui est intéressant dans l'histoire des investissements. Eux investissent chez nous parce qu'il y a le football, parce qu'effectivement, il y a le Paris Saint-Germain qui, dans leur logique aussi de 2022, est un petit marchepied. Mais la France, c'est un pays d'investissement sûr et c'est surtout un pays qui dispose d'une réelle influence. La France, juste étant membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, on peut mettre un veto. C'est ce que fait la Russie en ce moment beaucoup sur toutes les questions qui sont liées à la Syrie. C'est-à-dire qu'on peut empêcher des interventions. Ce que ça nous raconte aussi l'influence que l'on méconnaît très souvent. Donc, au lendemain de l'éclatement de la crise diplomatique qui vise le Qatar, selon l'entourage du président français, Emmanuel Macron a donc appelé à l'unité et à la stabilité dans la région du Golfe. Juste une petite chose, la France et le Qatar sont liés par un accord de défense qui a été signé en 1994 et complété en 1998. Ça veut dire quoi un accord de défense? C'est confidentiel, donc moi j'avais demandé à en avoir connaissance, bien évidemment on m'a dit non, mais en gros le système est simple, si demain le Qatar est attaqué militairement, ils ont potentiellement le droit de nous demander d'intervenir pour les défendre. Ça poserait aussi problème parce que les États-Unis ont aussi, avec le Qatar, un accord de défense. Compliqué pour les États-Unis de défendre le Qatar contre l'Arabie Saoudite, avec lequel ils viennent de signer plusieurs contrats assez faramineux. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au lendemain de la rencontre entre Emmanuel Macron et Donald Trump, on a beaucoup jasé sur la poignée de main, qui va tenir plus longtemps, et beaucoup de commentateurs et d'exégètes qui ont dit justement que Macron avait imposé sa poignée de main, lui avait un petit peu tordu le bras, s'il vous plaît. Donc, ce qui serait pas mal, c'est peut-être que demain, Emmanuel Macron use de cette habile et ferme poignée de main sur fond de crise diplomatique, de l'utiliser aussi comme une opportunité pour que la France cesse aussi la question suivante, c'est que vous ne pouvez même pas aborder ces sujets-là. C'est-à-dire il y a une vraie omerta. Donc d'essayer aussi de rééquilibrer un petit peu les choses en espérant voilà, que la poignée de main assez ferme ne se limitera pas uniquement à Donald Trump. Et juste une dernière chose, l'idée n'est pas non plus de rompre les relations avec le Qatar. Je sais que c'est une question qui se pose souvent en marge de toutes ces crises qui peuvent sortir. Parce que l'idée, c'est justement d'utiliser, si vous voulez, ce que nous, on représente pour le Qatar, en termes de levier d'influence, pour pouvoir aussi essayer justement de couper court à tous les financements suspects et à tout ce qui soulève aussi énormément de questions. Voilà.